J'avais prévu effectivement de commencer. Alors, l'idée de mon intervention, qui va parler de l'Algérie, en fait, c'était de dire qu'il y avait une analogie entre ce que j'ai vécu en Algérie et ce que je comprends maintenant qui se passe ici. D'où l'idée de cet exposé. Vous verrez vous-même, j'espère, dans ce que je vais dire, ce que je veux dire maintenant. Et j'avais pensé introduire ça, comme je suis cinéaste, par des images de mon dernier film dont on a parlé, Algérie, histoire à ne pas dire, qui a été interdit en Algérie dès le moment où je l'ai terminé, c'est-à-dire en juillet 2007. Et donc, dans ce film, qui est composé de 4 parties, qui fait à peu près 2h40, chaque partie raconte, en fait, un massacre commis par le FLN, Front de Libération Nationale, qui a dirigé la guerre d'Algérie. Ça commence par le massacre du 20 août 1955 à Philippeville, qui est une ville de l'Est algérien, et donc tout autour de Philippeville jusqu'à Constantine, à partir de midi, pendant 2 ou 3 heures, avant que l'armée française ne sorte de ses casernes, on va massacrer. Ce sera une sorte de vaste pogrom qui vise tous les non-musulmans au faciès. Et selon tous les témoignages qui sont dans le film et que j'ai récoltés aussi en dehors du film, on avait dit à tous les paysans et aux citadins arabes et musulmans encadrés par les commandos de l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, on leur avait dit « Prenez n'importe quelle arme, un fusil de chasse, une hache, un poignard, et vous frappez tous les non-musulmans qui sont sur votre chemin. Ne vous préoccupez pas de savoir s'ils sont blessés, morts, etc. Passez au suivant. » Voilà la consigne. Alors, dans le premier épisode que j'allais vous montrer, enfin, un extrait du premier épisode, c'est ce qui s'est passé là, le 20 août 1955. Le deuxième épisode... et donc, ce que je veux dire, c'est que la guerre d'Algérie a commencé à l'initiative du FLN le 1er novembre 1954. Et, entre parenthèses, pour les catholiques, c'est le jour de la Toussaint, c'est le jour des morts. Et ça préfigure un peu, disons, ce que le FLN dira par la suite, et qu'il avait déjà dit depuis 1945, d'ailleurs, aux non-musulmans, le slogan « La valise ou le cercueil ». Et donc là, c'était pour 130 personnes de cette journée-là, du 20 août 1955, c'était le cercueil. Donc, la guerre d'Algérie commence le 1er novembre 1954, mais il n'y a presque rien. C'est une sorte d'annonce symbolique. Bon, il y a 1 ou 2 personnes qui sont tuées, quelques bombes qui explosent par-ci par-là, mais la véritable action, la première action militaire de l'ALN, c'est le 20 août 1955. Et c'est quoi? C'est un massacre. Ce n'est pas une attaque de l'armée française, etc. Non, c'est un massacre. Le deuxième épisode du film, c'était Alger. On parlait du terrorisme qui a été dirigé essentiellement contre les civils, non pas contre l'armée française, mais contre les civils européens et donc non musulmans, donc européens et juifs. Le troisième épisode du film, et j'allais vous montrer quelques images, ça tourne autour du musicien juif de Constantine, Raymond Léris, qui a été assassiné le 22 juin 1961, une année avant l'indépendance. Cet homme était adulé par les juifs, bien sûr, mais aussi par les musulmans, qui considéraient que c'était le plus grand musicien et interprète de la musique andalouse. Cet assassinat, j'ai fait mon enquête, ne provient pas des dirigeants locaux de Constantine, mais des dirigeants nationaux, si on peut dire, qui se trouvaient à Tunis. Et il est tué en plein jour, dans un marché, de telle manière que ça fasse tout de suite effet sur la population juive. Le quatrième épisode de mon film, et que j'allais vous montrer aussi quelques images, c'est le massacre d'Oran. Le 5 juillet 1962. Pour que vous compreniez l'importance, c'est que l'indépendance de l'Algérie, c'était le 3 juillet. Et le 5 juillet avait été décidé comme la commémoration, pour toujours, jusqu'à présent, de l'indépendance de l'Algérie. Le 5 juillet. Pourquoi le 5 juillet? Parce que la France est arrivée le 5 juillet 1830 en Algérie. Et donc, ce jour-là, à Oran, est commis un massacre
c'est la journée la plus meurtrière de toute la guerre d'Algérie. Un historien, il y a quelques années, 4-5 ans, a sorti un livre qui s'appelle « Le silence d'État », c'est Jean-Jacques Jordi, et il a évalué, d'après les archives françaises, il est arrivé à plus de 700 personnes qui ont été assassinées et disparues ce jour-là. Moi, d'après les noms qu'il a mis, j'ai essayé de trouver d'après les consonances juives, mais vous savez bien qu'il y a plein de juifs qui n'ont pas de nom juif. Je suis arrivé à plus de 100 personnes pour Oran. Et d'ailleurs, à Oran était la ville la plus juive du point de vue numérique en Algérie. Il ne faut pas l'oublier. Donc, si vous voulez, cette guerre, évidemment, je savais que mon film serait interdit. Et à cause justement du fait que la guerre de libération, comme on dit en Algérie, ça a été une guerre de massacre qui visait à épurer l'Algérie. Et le but, évidemment, c'était ça, c'était de faire partir les gens avant même l'indépendance. Cela sera dit plus tard, clairement, par des dirigeants algériens. Alors, dans le premier épisode que je voulais vous montrer, il y a quelqu'un qui a fait partie des commandos à El Alia, dans un village minier qui est près de Philippeville, dans l'Est. Et donc, ils ont attaqué, avec 3 commandos, ils ont attaqué les mineurs. C'est un village de 120 personnes d'origine italienne. Ils ont tué 40 personnes, femmes, enfants, vieillards, etc., et mineurs, les mineurs qui étaient dans la mine encore. Et alors, celui qui a participé à ça, il dit, après avoir dit qu'ils ont égorgé une femme qui était en train de préparer des sardines et des pommes de terre pour son mari, et qu'après l'avoir égorgée, ils ont mangé les sardines et les pommes de terre. Bon, après ça, il va dire qu'on leur avait dit, chez les Français, ce sont les femmes qui commandent. Et quand elles verront ce qui s'est passé ici, elles diront à leur mari, allez, partons. Donc, on voit bien que cela était théorisé. C'était une pensée forte des dirigeants du FLN. C'était qu'il n'y ait pas disons, qu'il ne reste plus à l'indépendance de non-musulmans. Et parce qu'effectivement, à l'indépendance, il y avait encore 200 000 personnes qui vivaient, non musulmanes, qui vivaient en Algérie. Et beaucoup, parmi les 800 000 qui étaient déjà partis, se disaient, bon, si l'Algérie, ça va, si peut-être on a paniqué, etc., peut-être qu'on pourra revenir. Eh bien, évidemment, ce massacre du 5 juillet 62 à Oran, ça visait justement à dire à ceux qui hésitaient encore, eh bien, vous avez compris, quoi. Alors, à présent, si le but est clair, pour moi, en tout cas, là, je voudrais vous parler de la raison, si on peut dire, la raison profonde. Parce que le nationalisme algérien, il a toujours eu qu'un seul horizon, ce qu'on peut appeler l'arabo-islamisme. Pour adhérer au principal parti nationaliste qui s'appelait le MTLD, qui était dirigé par un type qui s'appelait Messali Hadj, il fallait jurer sur le Coran. En 1949, il y avait des dirigeants du MTLD, de ce parti-là, qui étaient des Kabyles et qui ne voulaient pas se reconnaître dans l'arabité. Et ils ont fait un manifeste, ils ont demandé à ce que le MTLD ne définisse plus l'Algérie future, indépendante, comme étant une république arabe et arabo-islamique, mais une souveraineté reconnaissant uniquement comme une république algérienne. Eh bien, ces gens-là, ils ont tout simplement été exclus. Cette idéologie ethnico-religieuse irrigue aussi la déclaration du 1er novembre 1954, dont le but est un État souverain. Dans le cadre, c'est marqué comme ça, si vous lisez la déclaration, c'est dans le cadre des principes islamiques. C'est clairement dit. Et la première constitution algérienne, comme tout à l'heure Shmuel parlait de la constitution de l'OLP, dit la même chose, l'islam est religion d'État. Et sur la base de cela, la loi sur le code de la nationalité, qui vient juste après, dira que pourront accéder à la nationalité algérienne d'une manière automatique uniquement les musulmans. Les autres, les non-musulmans, devront faire des démarches auprès du ministère de la Justice, etc. etc. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait des dirigeants
des dirigeants qui le diront clairement par la suite. Mais déjà en 1955, devant des étudiants algériens à Paris, il y a deux dirigeants qui deviendront des ministres après dans le gouvernement de Boumedienne dans les années 70. Mais là, nous sommes en 55. Et il y en a un qui s'appelle Belaïd Abdeslam, qui a été ministre de l'économie pendant très longtemps. Il dit, avec 1 million d'Européens, l'Algérie serait ingouvernable. Et un autre, Reda Malek, avait dit devant ces mêmes étudiants, l'Algérie n'est pas un manteau d'arlequin. C'est clair. Alors, des décennies plus tard, donc, après l'indépendance, il va y avoir un dirigeant qui s'appelle Ben Khedda, qui était le dirigeant qui dirigeait le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA. Et en 90, il écrit un livre où il dit, en refusant notamment la nationalité algérienne automatique pour 1 million d'Européens, nous avions prévenu le danger d'une Algérie bicéphale. Et toujours le même Reda Malek, que je citais juste avant, en 1955, il écrit un livre sur les accords d'Évian, qui ont été signés le 19 mars 1962. Il écrit un livre sur ça, sur ces négociations entre la France et le FLN qui ont duré 3 ans, et il dit... ces négociations s'achèvent lorsque, assuré de pouvoir exploiter le pétrole saharien pendant encore 10 ans, De Gaulle entérine le refus des Algériens d'accorder la nationalité algérienne aux non-musulmans. Et Reda Malek, qui n'est pas un extrémiste, un nationaliste extrémiste, et qui, en 1994, il deviendra Premier ministre et il fera la guerre aux islamistes en disant il faut que la peur, elle change de camp, et il va utiliser la terreur aussi, anti-islamiste. Eh bien, cet homme qui se veut donc considéré comme un moderniste et un progressiste, qu'est-ce qu'il dit dans ce livre, à la fin après avoir résumé toutes les négociations qui ont duré 3 ans? Heureusement, le caractère sacré arabo-musulman de la nation algérienne était sauvegardé. C'est encore, voilà, des choses très très claires. Alors, certains objectent à tout ce que je viens de dire que le FLN a fait aussi des déclarations pour dire aux non-musulmans, aux juifs et aux Européens, l'Algérie c'est votre pays, vous pouvez y rester, etc. Alors c'est vrai que ces déclarations ont existé, mais elles sont d'abord... il y en a 2 ou 3 à peu près, donc c'est presque nul. Et d'autre part, personne ne dit que ces déclarations n'étaient que des annonces, en fait, de propagande vis-à-vis de l'international, vis-à-vis de la gauche européenne, vis-à-vis des libéraux, disons, des chrétiens libéraux, etc. Et vis-à-vis du monde communiste, bien sûr, qui se considérait à l'époque, enfin, athée et non religieux, etc. Mais au même moment... le FLN fait ses déclarations donc, à l'ONU. On peut lire dans un livre d'un historien algérien qui s'appelle Mohamed Harbi, qui était un contestataire, qui a quitté l'Algérie d'ailleurs et qui vit en France depuis les années 70, et qui a écrit un livre, enfin il n'a pas écrit, il a trouvé des documents, et ça s'appelle le livre Les archives du FLN. Et dans ces archives, qu'il a quelques archives, parce que lui c'était un dirigeant avant, donc il avait pas mal d'archives personnelles. Et dans ces archives, à un moment donné, on raconte que Lakhdar Bentobal, qui était un grand dirigeant de l'époque du FLN, il fait une tournée des militants au Maroc en 1961, et les militants lui disent « Mais qu'est-ce que c'est ça, ces déclarations du FLN, les Européens, les Juifs, ils pourront vivre dans ce pays, etc. » Il leur dit « Ces textes sont purement tactiques. Il n'est pas question qu'après l'indépendance, les Juifs ou des Européens soient membres d'un gouvernement algérien. » Voilà encore des choses très, très claires. Alors, à l'origine, ce que j'appelle, moi, le double langage. Mais à l'origine de ce double langage, il y a tout simplement le langage. Et c'est pour ça qu'il faut l'écouter, ce langage, comme quelques-uns de mes prédécesseurs, Eliezer et Mordechai, ont insisté sur cet aspect-là. C'est le langage, les mots qui sont utilisés, c'est important, évidemment. Ça trahit tout un imaginaire, une psychologie, comme ça a été dit. Alors, ce langage du nationalisme algérien, il s'est toujours enraciné dans le vocabulaire religieux, lequel devint tout à fait visible et audible lors des périodes de guerre, soit l'insurrection de mai 1945 ou soit la guerre d'Algérie. Toutes deux sont considérées du point de vue du nationalisme comme des djihad,
Et on va entendre les mêmes cris, Allahu Akbar. On va entendre que c'est Fisabilillah, c'est pour la cause de Dieu. On va entendre, on va appeler l'ennemi, on va l'appeler un kofar, c'est-à-dire on ne l'appelle pas comme un ennemi. Le mot existe, tous ces mots existent en arabe. On pourrait les utiliser, mais on n'utilise pas l'ennemi, on va dire kofar. Kofar, c'est le mécréant. On va dire pour le combattant, on pourrait trouver, il y a un mot en arabe pour le combattant, mais on ne va pas dire ça, on va dire le mujahid, c'est-à-dire celui qui se bat pour le djihad. Et on appelle évidemment à tuer les juifs et les chrétiens. Nqatlu Nsara ou Yahoud. C'est l'expression qui revient constamment. Et dans chaque zone contrôlée par la LN, dans les montagnes, etc., la justice s'applique en vertu de la charia. C'est-à-dire, par exemple, que les homosexuels, on va les tuer. Y compris des fois quand ils trouvent, ils ont trouvé un grand chef et l'ont tué. Et pour la désobéissance, on va couper le nez. Si vous allez en Algérie, bon, les vieilles générations, vous allez trouver plein de gens avec des nez qui ne sont plus là. Alors, maintenant, je voudrais parler des moyens qui sont utilisés. Le terrorisme, c'est le moyen de tout ça, c'est le terrorisme. Les civils non musulmans sont ciblés, et pour les juifs, c'est clairement ciblé. On tue les gens devant les synagogues, on tue le samedi de préférence, et des fois même on a mis des bombes chez des rabbins, avec mort bien sûr. On a tué aussi évidemment des chrétiens en tant que chrétiens. Par exemple, il y a eu 80 instituteurs en tout, qui ont été, plus de 80 d'ailleurs, qui ont été assassinés. Et c'était des instituteurs qui enseignaient dans le bled, c'est-à-dire dans les pays profonds, uniquement à des Arabes, et qui donc prenaient des risques. Eh bien, on les a tués parce que le but, c'était de faire ce que les dirigeants nationalistes appelaient faire le fossé. On fait le fossé. Il faut séparer les communautés par le sang. Le sang, c'est plus fort que la conviction. Et il y a le même dirigeant tout à l'heure qui était allé au Maroc pour dire ça, ces déclarations, c'est purement tactique. Il dit aussi, bon ou mauvais, je ne faisais pas de différence. Il écrit ça dans ses mémoires. Car si le but final est de dissuader les non-musulmans d'envisager un avenir dans ce qui est pour eux aussi leur pays, dans l'immédiat, ce qui est visé est de créer un fossé, comme je viens de le dire. Alors, dans tout ce qui précède, tout ce qui précède est tout à fait constitutif d'un imaginaire dominant, celui de l'islam. Ce qui pourrait sembler n'être que pure barbarie, quand on est de l'extérieur de l'islam, et qu'on juge cela comme étant de la barbarie, n'est en fait que l'application de normes islamiques. Et ce, quels que soient les pays. Ce n'est pas qu'en Algérie. Par exemple, manger le foie de l'ennemi qui a été tué. Tout musulman sait en effet que pareille mésaventure arriva à l'oncle du prophète Mohammed, Hamza Abd al-Muttahib, et que depuis cette époque, dans les périodes de djihad, de pieux combattants, sans doute par vengeance, font subir le même sort à leurs victimes. L'acte chirurgical doublé de cannibalisme, filmé en direct il y a quelques années en Syrie, vous l'avez certainement tous vu dans YouTube à ce moment-là, il y a 2 ou 3 ans, a ému le monde entier, mais a été pratiqué sous toutes les latitudes par toutes sortes de djihadistes. Et en Algérie, il a été pratiqué par les djihadistes du GIA, les groupes islamiques armés, mais aussi pendant la guerre d'Algérie. Moi, j'ai eu des témoignages. Je ne les ai pas mis dans mon film parce que je ne pouvais pas pour des raisons d'autocensure, mais j'ai eu quelqu'un qui m'a fait ce témoignage-là, qu'il a vu avec ses propres yeux. Alors, cet imaginaire formaté par l'islam est dès l'origine marqué au fer rouge de la judéophobie. Car si le christianisme s'est fondé sur la mort de Yeshua, l'islam, lui, a pour crime fondateur celui du massacre des 900 juifs de la tribu des Banu Quraïza. Et si vous lisez la Sira, c'est-à-dire le livre qui raconte la biographie du prophète, vous allez voir que la scène est décrite très minutieusement en disant qu'on a égorgé tous les hommes en âge de se raser, c'est-à-dire qu'on a épargné les femmes et les enfants. Et on dit aussi que le prophète lui-même
qui avait ordonné de faire les fosses pour recueillir les corps, qui avait aussi un poignard et qui lui-même participait à l'égorgement. C'est écrit dans un des livres qui considéré comme un des 4 grands textes de l'islam. Il y a le Coran, il y a les hadiths, il y a la Sira, et puis il y a, on peut dire, tous les textes de droit musulmans qui sont les 4 piliers, on peut dire, sur quoi repose vraiment l'islam. Alors maintenant, je voudrais parler du nationalisme. Tout ce qui vient d'être noté, et que vous pouvez trouver d'ailleurs dans un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « La dimension religieuse de la guerre d'Algérie » par un historien qui s'appelle Roger Vétillard, qui est d'Algérie d'ailleurs, et qui a écrit plusieurs livres très importants sur l'histoire de l'Algérie, de la guerre, etc., de mai 45, de 55, etc. Alors, tout ce qui vient d'être noté, en Algérie, comme dans le reste du monde musulman, la surenchère du religieux vise, selon ma théorie, vise à pallier l'insuffisance, voire l'inexistence d'une conscience nationale. Je m'inscris donc presque en faux avec ce qu'a dit tout à l'heure Meir Litvak. Un chef militaire de la guerre d'Algérie, Si Abdallah, témoigne. Nous n'arrivions pas dans une mechta, c'est un petit village, disons, dans une mechta en soldats révolutionnaires, mais en combattant de la foi. Et il est certain que l'islam a été le ciment qui nous permit de sceller notre union. Et plus récemment, il y a à peu près une dizaine d'années, un des hommes politiques algériens, pour moi un des plus intelligents et des plus importants, qui s'appelle Mouloud Hamrouche, a fait le constat, c'était une interview dans un journal, il a fait le constat désabusé qu'en Algérie, aujourd'hui, il n'y a pas de politique. Il n'y a que des clans. Et il avait ajouté, il fallait avoir un certain courage pour le dire, et il avait ajouté que pour trouver de la politique, il faut remonter aux années 40. C'est-à-dire à quoi? À la colonisation. Et la seule manière d'amortir les heurts claniques et les guerres dites fratricides qui en découlent est effectivement l'islam, ou bien, comme en Algérie ou en Égypte, l'armée. Le nationalisme arabe n'est qu'une forme hybride de séculier et de religieux. Et le séculier ne peut se maintenir que par la compromission avec le religieux. Je pourrais développer longtemps, mais 5 minutes. Bon. Et aussi, pour se maintenir, le séculier, il a besoin de l'armée. Parce que quand l'armée se met en retrait, lorsqu'il y a des élections, disons, libres, comme il y en a eu en Algérie en 91, ou bien en Égypte au moment de la révolution démocratique, soi-disant, c'est qui a emporté? Ce sont les islamistes, naturellement. Les nationalismes dans le monde musulman ont toujours été des nationalismes contre. Et c'est pour ça que j'appelle ces nationalismes des faux nationalismes. Ils ont été des nationalismes contre la puissance non musulmane. L'impérialisme ottoman n'est jamais perçu comme un colonialisme. Parce que musulmans. Ils n'ont jamais été des nationalismes pour. Ce que j'appelle, moi, les nationalismes pour moi, ce sont les vrais nationalismes. Les nationalismes pour, ce sont les nationalismes qui appellent à l'édification d'une nation, comme l'ont été les nationalismes européens du XIXe siècle, et comme l'a été aussi et le demeure le sionisme. Aussi, pour justifier l'option militaire, les dirigeants nationalistes algériens, pour justifier la guerre d'Algérie qu'ils ont déclenchée, ils avaient dit qu'ils avaient recouru à la lutte armée parce qu'ils ne pouvaient pas exprimer leurs revendications autrement. Et c'est totalement faux. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Mouloud Hamrouche, pour trouver de la politique, il faut remonter aux années 40. Mais moi, je remonterai bien avant. Parce que dès les années 20, en Algérie, vous avez un mouvement quantitatif incontestable qui fait qu'il y a de plus en plus de partis, de plus en plus d'associations, de plus en plus de journaux, de plus en plus de meetings tout à fait légaux. Des partis nationalistes et des associations religieuses musulmanes. Et donc, je pense que, c'est ma théorie, que si on avait laissé encore une dizaine d'années,
ce mouvement quantitatif qui se développait, qui ne s'arrêtait pas de se développer, il aurait forcément mené à une indépendance de l'Algérie d'une manière pacifique, mais où les intérêts, évidemment, des populations non musulmanes auraient pu être préservés. Ce qui n'a pas été le cas, et c'est pour la raison pour laquelle le FLN a recouru à la guerre pour empêcher justement ce processus-là, par le sang et en créant le fameux fossé qui a été théorisé comme ça par les dirigeants nationalistes. Alors, ce que je voulais dire encore, c'est que ce faux nationalisme, dès que la puissance coloniale s'en va, ou bien que l'armée s'en va, n'est plus en mesure d'offrir un cadre unitaire de développement. Et le nationalisme, le vrai nationalisme qui se veut libéral, qui s'appuie sur les intellectuels, etc. Toutes les révolutions nationales de l'Europe du 19e siècle, comme celle du sionisme, ont été portées aussi par beaucoup d'intellectuels. Or, si vous voyez le faux nationalisme dans le monde arabe, vous apercevez que les intellectuels, ils sont complètement marginalisés quand ils ne sont pas assassinés. D'ailleurs, quand le GIA a commencé à assassiner en 1993, avec qui a-t-il commencé? Avec les intellectuels. Donc je terminerai en parlant rapidement, mais depuis tout à l'heure, tout ce que je dis, je pense que vous avez fait de vous-même l'analogie avec le nationalisme palestinien. Mais là, je vais parler plus particulièrement de ça en quelques mots. Le FLN, avec ses modes religieux de pensée et d'action terroristes, comme sa propagande à usage interne et externe, appelée par moi double langage, peut-il être considéré comme un modèle pour d'autres mouvements nationalistes du XXe siècle? Je le crois. Mais si l'on a en vue le mouvement palestinien, ce n'est vrai qu'en partie, car le FLN a été autant un modèle qu'un disciple, dans le sens où ce qui est à l'origine de l'OLP n'est autre que le grand mufti de Jérusalem. Hormis ces heures, ou plutôt ces années de gloire aux côtés d'Hitler, à Berlin, Haj Amin al-Husseini n'a-t-il pas été, depuis le congrès de Jérusalem en 1931 jusqu'au congrès de Karachi, au Pakistan, en 1951, le fondateur d'un pan-islamisme qui phagocyta un panarabisme encouragé, sinon suscité par les Anglais, lequel ne réussit jamais à s'en affranchir. Et évidemment, l'exemple, c'est que dès que on a soi-disant laissé parler le peuple, on a vu ce qui s'est passé en Égypte, on a vu les États s'effondrer, les États dits nations s'effondrer, parce que tout simplement, ce n'étaient pas des nations. Et donc, on peut effectivement dire que les Palestiniens, ce n'est pas une nation. Non pas parce que c'est un argument politique, on a envie de les rabaisser, mais les conditions historiques pour que le monde arabe accède au stade de la nation n'est pas encore arrivé. Il est arrivé en Europe pour l'Europe de l'Est au XIXe siècle. Dans le monde arabe, il n'est pas arrivé. C'est pour ça que dans le livre que j'ai écrit sur le monde arabe, je dis que peut-être il y aura la démocratie, mais dans 3 siècles. C'est justement le temps que justement arrive le temps des individus qui peuvent justement, et des intellectuels, et non pas de la loi des clans. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que dès qu'on enlève l'armée, dès que l'armée arrête son rôle unificateur, la nation, entre guillemets, s'effondre. Parce que tout simplement, c'est la lutte des clans qui reprend.